Vous êtes expert en cybersécurité, un métier, on dirait presque, on se croirait dans un film quand on entend cet intitulé de métier. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai être expert en cybersécurité ? Alors, un expert en cybersécurité, c'est d'abord un métier en pleine évolution, puisque plus on a d'utilisation digitale, plus effectivement on est obligé d'assurer la sécurité du digital de l'autre côté. Et donc c'est globalement tout ce qui permet de protéger des données qui nous sont chères, à la fois pour les entreprises, mais également pour les particuliers que nous sommes, quand on utilise n'importe quel processus digital. On a l'image peut-être des enjeux de cybersécurité comme des hackers qui vont venir pirater les comptes d'une banque. Est-ce que c'est ça le risque de menace vraiment auquel on est confronté aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs types de hackers, comme il y a plusieurs types de menaces digitales. Donc à la base du hacking, c'est très souvent chez les hackers un challenge qui peut être très rentable, puisqu'effectivement c'est un croisement entre une donnée qui a de la valeur, un endroit où elle se trouve, et puis un niveau de sécurité qui permet d'y accéder. Donc pour ces hackers, c'est un peu un challenge que d'accéder à ces données, soit pour les voler, soit pour les crypter et demander une rançon derrière, soit les deux, soit d'autres destructions pures et simples de données qui peuvent, entre guillemets, avoir un effet sur l'entreprise qui est juste considérable. Quels sont le type de personnes qui font appel à vos services ? Est-ce que c'est des entreprises ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Qui demande votre expertise ? On en trouve partout de la cybersécurité. Partout on trouve du digital, on trouve de la sécurité, que ce soit dans les objets connectés, que ce soit dans les grosses infrastructures de données des entreprises qui sont aujourd'hui leur centre vital ou leur cœur on parle de cœur de réseau, mais le cœur d'activité d'une entreprise aujourd'hui tient essentiellement dans sa salle de serveur et dans ses données. Et puis on en trouve dans tout ce qui concerne le développement logiciel et digital, puisqu'on ne peut pas développer une application sans quelque part assurer la sécurité pour ceux qui l'utilisent. Et au-delà, compte tenu de là où se trouve le digital aujourd'hui, on en a partout, donc forcément la cybersécurité est partout. Donc le nombre de spécialistes à former est juste également considérable. Est-ce que vous avez en tête une cyberattaque qui vous a marqué ou quelque chose pour qu'on puisse se représenter un peu à quoi ça ressemble ? Il y en a beaucoup. Ouais. Un exemple ? Alors, il y a deux types de cyberattaques. Il y a celles qui ont une vocation purement financière et celles qui ont des vocations aujourd'hui un peu plus sévères. C'est-à-dire que il est possible aujourd'hui de s'introduire dans un système qui a une importance de contrôle sur des choses qui sont tout à fait réelles. Donc, par exemple, il est arrivé cet été, pour l'anecdote, mais qui n'est pas vraiment amusante, mais qui est quelque chose qui s'est vraiment passé, où quelque part aux États-Unis, un jeune hacker s'est introduit dans un système de distribution d'eau. Et pour jouer, a ouvert les vannes des produits chimiques dans l'adduction d'eau. Voilà, c'est passé aux États-Unis. Ah ouais. Donc, ce qui peut uniquement par jeu avoir des effets considérables dans le réel. Donc, l'hyperconnexion dans laquelle on se trouve, y compris à grande vitesse et avec un grand volume de données, peut avoir des effets dans le réel, aujourd'hui insoupçonnables. Ça, voilà, c'est juste pour vous donner des choses qui peuvent se passer. Et heureusement, justement, qu'il y a des cyberdéfenseurs pour éviter que ça n'arrive à la fois trop souvent et trop gravement. Est-ce qu'il y a un risque physique aussi dans les attaques on va dire dans le monde de la cybersécurité ? Parce qu'on imagine par exemple que si quelqu'un allait attaquer tous les serveurs de Google et que toutes les Google Drive de tout le monde n'existaient plus, enfin, c'est une question un peu naïve, mais il y a aussi une question très terre à terre, quoi. Tout n'est pas virtuel. Alors, je vais prendre une métaphore que j'ai déjà utilisée. Si vous voulez vous représenter ce qu'est le système digital, il faut imaginer une pyramide de dominos qui sont les uns au-dessus des autres. Donc, une cyberattaque peut se jouer à 3 niveaux dans cette pyramide de dominos. Soit c'est dans votre entreprise, ça rentre par un endroit et c'est toute la pyramide qui tombe. Donc, ça peut avoir des effets gravissimes pour votre entreprise. Imaginons que ce domino, ça soit une entreprise dans un système beaucoup plus global comme un système logistique. Ça rentre par un endroit, c'est tout le système logistique qui tombe. Ça, c'est un risque majeur. Et imaginons que ce domino soit un des éléments structurants du web.
et que le domino tombe, Ouais. c'est tout le web qui tombe avec. Donc, si on prend le cas de figure d'un élément structurant du web, comme vous parliez de salles de serveurs interconnectées, d'un grand opérateur, ça peut avoir des effets sur l'ensemble du système digital. C'est possible? Vous pensez que c'est quelque chose qu'on va voir? J'espère pas. Comment on devient expert en cybersécurité? Il y a plusieurs voies. Forcément, il faut s'intéresser un peu au digital à la base. Et il faut s'intéresser dans le digital à tout ce qui concerne la protection de ce que tout le monde utilise dans le digital. Voilà, donc il faut effectivement avoir conscience que le digital est effectivement bourré de vertus, mais peut aussi avoir énormément de failles. Donc c'est une double prise de conscience, à la fois l'envie de protéger ce système dans lequel on est tous, et de le faire avec un maximum d'esprit éveillé, on va dire ça comme ça, pour imaginer ce qui n'est pas forcément connu déjà, et ensuite ce qui pourrait se passer à travers le digital. Donc c'est-à-dire d'avoir une attitude un peu proactive sur les risques qui sont intrinsèques à l'usage même des questions numériques. Ça veut dire par exemple si moi demain je créais une application et que je faisais appel à vos services pour éviter que les données de mes utilisateurs soient hackées, comment vous feriez pour imaginer les risques? Alors en fait il y a des grilles très précises de tous les points de risque de n'importe quelle application. Donc quand quelqu'un développe une application, ce n'est pas la même personne qui va faire l'audit de l'ensemble des failles de cybersécurité, voire même qui va faire appel à ce qu'on appelle des hackers blancs, qui vont faire des pentests, qui vont vérifier si votre application est robuste et peut résister à différents types de compromissions qui feraient qu'à travers l'usage, les utilisateurs de votre solution pourraient être eux-mêmes impactés. Vous-même, vous savez hacker? Non. Non, il n'y a pas besoin forcément de savoir. Ouais. Non. Quelles études vous avez fait? Alors moi j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la tech, mais j'ai toujours un background de tech à côté. Donc j'ai fait des études en sciences économiques, en sciences politiques et en psychologie sociale. C'est intéressant que vous ayez fait des études en psychologie sociale. Vous pensez que c'est une compétence à avoir pour comprendre un peu cet univers? C'est presque primordial aujourd'hui, puisque d'abord il faut savoir se comporter. Il m'est déjà arrivé lors d'une cyberattaque de retrouver un de mes ingénieurs caché dans un placard. Et, parce qu'il ne gérait pas la situation en tant qu'humain. Et alors que justement c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir gérer, résister au stress et puis être aux manettes pour résoudre le problème et savoir le régler, entre guillemets. Donc il y a une dimension psychologique qui est juste considérable, d'autant plus que les machines sont de plus en plus intelligentes et détectent de mieux en mieux l'ensemble de nos comportements en relation avec elles et peuvent de temps en temps exploiter nos dark patterns. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnements qui sont humains, avec des choses qui sont parfois pas rationnelles, même souvent pas rationnelles. Et les machines, en capacité de comprendre quels sont vos biais cognitifs, sont capables aujourd'hui, par ingénierie sociale, de réverser l'attaque pour faire une cyberattaque qui ne concerne que vous, et dont on sait que parce qu'elle ne concerne que vous, vous allez ouvrir une porte qui ensuite va donner la cyberattaque technique en tant que telle. C'est-à-dire? Alors, on imagine que vous ayez un tempérament un peu colérique. Eh bien, on va faire que les stimuli qu'on vous envoie fassent que vous rentriez spécifiquement en colère au moment où on le souhaite. Et de ce fait-là, vous allez faire une erreur technique. Et à partir de cette erreur technique, vous donnez accès à l'ensemble de ce que vous êtes censé protéger. Ah oui, donc il peut y avoir une forme de manipulation psychologique parce qu'on vous a profilé à partir de vos activités. Les machines sont capables de vous profiler aujourd'hui. Et donc à partir de là, quand vous êtes chargé de sécurité, il faut savoir que 95% des cyberattaques sont liées à des défaillances humaines et très peu à des défaillances techniques. Ok, ça colle, ça fait peur. C'est une forme de réalité. Bon, bien entendu, c'est pas pour tout le monde parce que quand vous avez des données de votre téléphone mobile, elles sont importantes, mais pour vous, peu pour le reste de l'humanité et encore moins en termes de valeur financière. Mais pour les personnes lambda, comment faire pour rester, pour que par exemple ces données, mes données, mon téléphone, restent en sécurité? Il n'y a pas de recette miracle déjà pour commencer, mais c'est d'éviter les mots de passe qu'on met partout sur toutes les machines et sur tous les programmes, par exemple. Le mot de passe dont on se souvient, on en a un. Parfois, il est très simple pour pouvoir justement s'en souvenir. Et donc forcément, comme on le multiplie partout,
Il suffit de rentrer sur une application toute bête et puis on est capable, si vous avez de l'autre côté une application qui est beaucoup plus stratégique, de rentrer avec le même mot de passe qui est celui que vous utilisez habituellement. Est-ce que le métier d'expert en cybersécurité, vous le recommandez aux jeunes personnes aujourd'hui dans le salon? Encore plus que jamais. Mais il y a aussi un écueil à ce que je viens de dire, c'est que quand on est, comme on le dit, de la nouvelle génération digitale native, considérer que le digital puisse aussi présenter une zone de risque est parfois contre-intuitif. Parce qu'on a, effectivement, on ne peut pas considérer avoir une prolongation naturelle de son bras à travers un mobile et de considérer que ce même mobile puisse être dangereux. C'est assez complexe. Mais quand on a compris l'enjeu que d'assurer pour l'ensemble des autres la cybersécurité, eh bien, on s'y met et on est content d'arriver à protéger tous ceux qui sont des utilisateurs et qui peuvent rester dans un monde très positif, je dirais, des questions digitales, sur les questions digitales. Aujourd'hui, en France, les menaces en cybersécurité, elles sont plus dans quel secteur? Tous. Tous, oui. La banque, l'État, l'eau, l'électricité. Le secteur le plus attaqué en ce moment, c'est la santé, pour une bonne et simple raison, c'est quand vous êtes hacker et que vous êtes quelque part dans le monde, vous ne vous basez pas sur une géographie, vous ne savez même pas que vous attaquez la France. Vous prenez d'un côté un endroit où il y a de la donnée de valeur, c'est-à-dire que, par exemple, dans la donnée de santé, c'est la donnée qui a le plus de valeur. Ça veut dire que c'est celle qui coûte le plus cher à revendre C'est celle qui a le plus de valeur. C'est-à-dire les données qui vous concernent, vos paramètres de santé, là où effectivement représentent une valeur considérable. Ensuite, vous regardez où il y a le plus de flux de cette donnée. Donc généralement, malheureusement en France, vous prenez la donnée de santé, vous prenez les flux, ça tombe dans les hôpitaux. Et puis, troisième élément, vous regardez si l'endroit où se trouvent les flux et la donnée sont bien sécurisés. Et si malheureusement, comme dans les hôpitaux publics français, on ne met pas le paquet à fond sur les systèmes d'information parce qu'on n'a pas forcément les moyens, qu'on n'a pas forcément les compétences, etc. Donc ça crée une espèce de triangle d'opportunités qui fait qu'on rentre là où se trouve le point de faiblesse et où on imagine qu'on va pouvoir avoir le plus d'argent. Et pourquoi ça a le plus de valeur, les données de santé? Qu'est-ce qu'ils en font après de toutes ces informations? La donnée qui vous concerne, par exemple, en matière de santé, on imagine que vous ayez, je ne sais pas, une appétence à une obligation de prendre un médicament toute votre vie. Donc ça a de la valeur. Merci, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir comment aujourd'hui on peut se former à la cybersécurité. Alors, généralement, on commence par des fondamentaux, comme chez Ethic, c'est-à-dire on commence toujours par comprendre d'abord de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de code? Qu'est-ce que c'est qu'un programme? Qu'est-ce que c'est qu'une interaction, je dirais, en termes de connexion de réseau, etc., avec l'extérieur? Comment on protège tout ça? Donc ça, déjà, ça permet d'avoir je n'ai pas appelé ça un terrain de jeu parce que ça serait trivial, mais entre guillemets, de quoi on parle. Donc il y a toujours un bout de formation de base. Mais aujourd'hui, cette formation de base se double, comme je disais, d'une nécessité d'apprendre à avoir des comportements qui soient en phase avec la capacité à résister à une cyberattaque ou à résister au stress. C'est la capacité à interpréter les réactions humaines, puisque comme je l'ai dit, 95% des cyberattaques étant liées à des défaillances humaines, il faut comprendre les autres et essayer de leur expliquer avant effectivement d'envisager simplement la question technique. Et puis de plus en plus, il faut sortir du pur esprit analytique pour rentrer dans une compréhension qui soit plus, on ne va pas dire émotionnelle, mais en tout cas plus tangible et humaine de l'ensemble des risques. Donc c'est pour ça que la gamme des métiers de la cyber, compte tenu de ce que couvre la cyber, s'étend de manière exponentielle aujourd'hui, au même niveau que les risques et que les cyberattaques. Donc ça, c'est le premier point. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc on peut l'aborder soit par l'angle psychologique, comme je l'ai indiqué, soit par l'angle technique. Sachant que la technique aujourd'hui est en capacité presque de battre l'humain en vitesse pure, justement, un peu comme dans une partie d'échecs ou une partie de Go, par rapport aux dispositifs de sécurisation ou de sécurité. Donc il faut avoir une autre approche. Et une fois qu'on a fait ça, on se spécialise pour devenir vraiment expert, où là on reste sur l'angle purement de ce qu'on a à défendre, pour quelle organisation et quelle est la typologie de ce qui fonde la valeur des données pour une organisation. Donc c'est généralement plutôt vers des niveaux experts, c'est-à-dire des niveaux 4-5, des 4, Bac plus 5, Bac plus 4. Et à partir de là, on a juste une demande d'emploi qui est considérable, puisque au niveau européen, il manquerait 25 000 spécialistes. Rien que les services de l'État et l'armée recrutent 400 personnes par an. Et à mon avis, compte tenu des évolutions technologiques auxquelles on assiste, le train n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Parce que je dirais du digital, il y en a partout.
et de plus en plus partout. Voilà. Merci. Dans l'éducation, il y a toujours la réalité des métiers, la perception que le public et les jeunes gens, avant de se former, peuvent avoir d'un métier. C'est une des difficultés de l'éducation, c'est que les mots pour rentrer ne sont pas les mêmes que les mots pour sortir. Et la cybersécurité, c'est le geek du geek. Oui. C'est-à-dire, pour le moment, l'image, c'est Mister Robot. Voilà, c'est le geek du geek. Et en fait, vous parlez de sciences humaines, vous parlez pas d'empathie, mais en tout cas d'intelligence relationnelle. Est-ce que le statut, tu vois, souvent dans les entreprises, il y avait le service, la direction informatique, puis il y avait encore un petit placard dans le service informatique qui était le mec ou la fille qui s'occupait de la cybersécurité. Voilà, absolument. Est-ce que le statut de la cybersécurité est en train de changer dans les entreprises et est-ce que la perception, et comment est-ce qu'on fait pour que la perception des métiers liés à la cybersécurité change? Alors, au début, effectivement, le RSSI est dans un placard. C'était même celui qu'on ne voulait pas voir parce qu'il foutait la trouille à tout le monde. Maintenant, le RSSI, puisque chaque groupe y est confronté, il est de plus en plus positionné au niveau du COMEX et du CODIR. Parce que quand il y a une cyberattaque, les conséquences sont tellement lourdes que ça se joue au niveau du comité de direction ou du comité exécutif. Et aujourd'hui, les comités exécutifs et les comités de direction de toutes les grandes boîtes sont formés et se forment à cette question de répondre à un cas de figure de risque ou de crise cyber. Et donc le RSSI est de plus en plus attaché au niveau du COMEX et du CODIR, mais avec une nouvelle forme de comportement, d'où l'aspect psychologique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un RSSI, c'est pas forcément de faire flipper et de faire dépenser de l'argent dont on ne sait pas à quoi il va servir, parce que de toute façon, il y aura une cyberattaque peut-être sûrement un jour. C'est de savoir le mettre en capacité d'expliquer combien de temps on va fonctionner en univers dégradé, comment on fait pour revenir en fonctionnement normal, combien ça va coûter, quels sont les experts dont on va avoir besoin, avec qui on communique et on dit quoi. Donc c'est de plus en plus quelqu'un qui est en capacité de gérer une crise sous un angle psychologique que de le gérer simplement avec une approche technique. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je dis que les métiers de la cyber se psychologisent, parce qu'effectivement dans une organisation il y a des humains avant tout, mais connecté à un système qui lui est central, qui est un système techno. Donc cette dimension psychologique devient de plus en plus importante et prégnante. Puis de l'autre côté, du niveau des cyberattaques, elles sont rapides, sophistiquées, elles s'appuient sur des IA, et elles ont une capacité aujourd'hui, compte tenu du nombre de portes d'entrée possibles, une capacité démultipliée à pouvoir entrer par plein d'endroits différents. Voilà. Et c'est pour ça que pour le groupe Galileo et spécifiquement pour les étudiants d'éthique, on a mis en place au campus cyber national qui se trouve à la Paris de la Défense une salle de simulation de crise cyber, parce qu'on considère que si un expert cyber n'a jamais été formé à une crise, n'a jamais vécu une crise, bah forcément demain, quand elle arrivera, il finira caché dans un placard. Merci beaucoup. Merci, Judith. Merci.